fluides frigorigènes. À quoi ça sert? Où est-ce qu'on les utilise? Oui? Alors, qu'est-ce que c'est que les fluides? Qu'est-ce que ça veut dire fluide frigorigène? Regarde, les fluides frigorigènes. Qui ont disons, la capacité de s'évaporer avec, disons, une quantité de chaleur qui est relativement basse. D'accord? Vous m'entendez? Je- Allô? Oui, on Allô? vous entend. Très bien. Donc voilà. Donc les fluides frigos, ce sont des substances donc inorganiques, pures. Donc vous avez des hydrocarbures, les hydrocarbures halogénés et d'autres produits. C'est d'accord? Donc les fluides frigorigènes, c'est le fluide qu'on utilise par exemple dans les circuits, dans les installations de froid. D'accord? Alors bien sûr, ils ont ces frigos, si vous lisez ici, les frigos ont la particularité d'avoir sous la pression atmosphérique une température d'évaporation très faible. Donc ça veut dire qu'avec une petite quantité de chaleur, ils s'évaporent rapidement. D'accord? En fait, cette propriété, nous permet de quoi? De les utiliser dans dans les machines de froid ou de chaud normalement. D'accord? Alors les classes, donc en fait, ils sont classés. Donc vous avez les substances inorganiques pures, on va les voir tout de suite. Vous avez les hydrocarbures, d'accord? Les hydrocarbures halogénés. Alors qu'est-ce que ça veut dire halogéné, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire halogéné? Qu'est-ce que ça veut dire halogéné, s'il vous plaît, là? J'écoute. C'est-à-dire auquel on a ajouté disons des substances, donc en fait des produits tels que par exemple, c'est quoi? C'est le chlore, d'accord? Ou bien le fluor, d'accord? C'est le chlore, le fluor. Alors j'ai un problème avec ma vidéo. Voilà. Vous voyez soit du fluor, soit du brome, d'accord? Les fluides halogénés, donc soit du chlore, d'accord? Ce qu'on appelle le Cl, d'accord? Donc le chlore, le fluor, d'accord? Ou le brome. Voilà, donc ce qu'on appelle, si vous voulez, les hydrocarbures halogénés, donc on ajoute de ces substances. On va commencer par, disons, la famille disons, des familles des produits inorganiques purs. D'accord? Alors, les fluides inorganiques purs, donc les fluides frigorifiques purs, vous avez de l'eau, d'accord, qu'ils appellent H2O. Vous avez l'ammoniac, c'est le NH3, d'accord? Et vous avez le dioxyde de carbone, c'est le CO2, d'accord? Ah, bien sûr, vous voyez un petit peu, donc en fait, on les appelle le H2O, d'accord? Le NH3 pour l'ammoniac et le dioxyde de carbone qu'on appelle le CO2. Alors, disons l'appellation, si vous voulez, classique, commerciale que vous avez, pour l'eau, on l'appelle le R717, d'accord? Vous avez donc l'ammoniac, c'est le R718, et donc vous avez le R744. On va les voir tout de suite, d'accord? Voilà. Donc, vous avez donc maintenant la famille des fluides hydrocarbures. Donc, l'hydrocarbure, c'est quoi? C'est le butane, l'isobutane, le propane que nous utilisons, par exemple, si vous voulez, pour, disons, dans nos domestiques, d'accord? Le cyclopropane et le propylène. Donc, voilà un petit peu les appellations commerciales de ces fluides hydrocarbures, d'accord? Ensuite, vous avez voilà, ça c'est le plus important pour nous, donc les familles des fluides hydrocarbures halogénés. Halogénés, dans cette famille, d'accord? C'est celle qui est largement utilisée. Donc, en fait, malheureusement, ils sont, si vous voulez, sujets d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont une influence très importante sur la couche d'ozone. D'accord? Et c'est pour ça qu'on les interdit, par exemple, on les a remplacés par d'autres produits. Donc, les fluides halogénés, vous avez principalement pour trois grandes familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle les CFC. D'accord? La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les HCFC. D'accord? Et la troisième famille, ce qu'on appelle les HFC. Alors, les CFC, c'est ce qu'on appelle les chlorofluorocarbures. D'accord? Fluorocarbures. Donc, en fait, vous avez vous avez un hydrocarbure, d'accord? Auquel, donc, vous remplacez, par exemple, des atomes disons, d'hydrogène par du chlore ou bien par du fluor, tout simplement. D'accord?
Ah, bien sûr, ces substances, donc en fait, les CFC, ce sont les plus connus des hydrocarbures, donc complètement par le chlore et le fluor. Donc, ils sont remplacés complètement. Donc, les atomes, si vous voulez, ils sont remplacés par des atomes de chlore et de fluor. D'accord? Donc, vous voyez bien que, comme je dis, donc tous les atomes d'hydrogène étant remplacés par. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hydrocarbure? Un hydrocarbure, c'est quoi? C'est CnHm, d'accord? C'est CmHm. Je l'écris en rouge, comme ça vous allez le voir. Donc, c'est CnHm. Donc, un atome disons, de carbone et un atome d'hydrogène. D'accord? En fait, si on supprime tous les atomes, donc en fait, d'hydrogène, bon, il va rester bien, donc ils sont remplacés par le chlore et le fluor. D'accord? Alors, justement, malheureusement, leur nuisance, c'est qu'ils sont très dangereux, vous les ici, ils sont très dangereux pour la couche d'ozone. C'est pour ça qu'on les a pratiquement, si vous voulez, interdits maintenant. Ils sont interdits d'utilisation, on les a remplacés par d'autres substances. D'accord? Maintenant, vous avez les HCFC, donc c'est ce qu'on appelle les hydrochlorofluorocarbures. Donc, en fait, ils contiennent de l'hydrogène, du chlore, du fluor et du carbone. D'accord? Donc, ça, c'est la seconde génération d'hydrocarbures qui ont été utilisés. D'accord? Et donc, voilà, donc ils sont là, donc ils sont interdits maintenant, pratiquement total depuis 1915 aussi. D'accord? On les a interdits. D'accord? Et en fait, vous avez la dernière famille, la dernière classe, donc vous avez les hydrocarbures, ce qu'on appelle les HFC. Donc, vous avez carbone, d'accord? Hydrogène et le fluor. D'accord? Ils sont composés de fluor. Bon. Alors, ils sont donc ceux-là, le type, si vous voulez, ce type de HFC, bon, ils représentent moins de danger par rapport aux autres que nous avons vus, donc les CFC et les HCFC. D'accord? Et donc, voilà un petit peu donc, les grandes familles que nous avons, toutes que nous avons vues. Donc, vous avez les CFC, vous avez les différents composants, ce qu'on appelle le R11, d'accord? Le R12, le R113, le R115 et le R512. On verra par la suite quelles sont disons, la forme chimique de ces produits. D'accord? Ensuite, vous avez les HCFC, c'est le R21, R22, d'accord? Le R123, le R124, etc. Et on arrive jusqu'au R409A, etc., 408, etc. Donc maintenant, le CFC, c'est le R32, R125. Et vous remarquez ici, donc en fait, un fameux gaz qu'on appelle le R134A. Alors, le R134A, il est utilisé où généralement? Les gens qui ont des voitures, qui ont une climatisation. D'accord? Le R134A. Ce type, si vous voulez l'utiliser, bon, je ne dis pas principalement, mais généralement, d'accord, dans la climatisation des voitures. D'accord? Les petits climatisateurs de voitures utilisent le fluide frigorigène, le R134A. D'accord? Vous avez aussi le R410A qui peut être utilisé. Donc, c'est un substitution, donc, en fait, au R134. Ils sont à peu près les mêmes. D'accord? Donc, voilà un petit peu les grandes classes de fluide frigorigène. D'accord? Bien. Maintenant, vous avez donc la famille des autres fluides frigorigènes. D'accord? Bon, c'est les éthers, donc les amines aliphatiques, les alcools, les méthanol, l'éthanol, donc bon, ils sont rarement utilisés. Donc, en fait, mais vous remarquez que la dernière famille, vous avez ce qu'on appelle les composés trihalogénés. Donc, vous avez carrément, si vous voulez, du fluor, vous avez du chlore et vous avez du brome aussi. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ils peuvent avoir aussi du brome. Donc, les autres fluides, vous avez ce type-là, mais ils sont pratiquement moins utilisés. D'accord? Ils ne sont pas utilisés pratiquement couramment dans le domaine du froid. OK? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, c'est les trois grandes familles. Donc, vous avez les CFC, les HCFC et les HFC. D'accord? Donc, c'est les trois grandes familles. Maintenant, il y a une autre série, ce qu'on appelle donc des séries de fluides frigorigènes. D'accord? Et en fait, ces fluides, vous avez par exemple ce qu'on appelle des mélanges zéotropiques. D'accord? Et des mélanges qu'on appelle azéotropiques. Alors, mélange, ça veut dire quoi? On mélange par exemple, si vous voulez, les composants purs pour avoir une certaine composé. Donc, l'exemple de mélange que vous avez ici, donc regardez maintenant si vous voulez. Si vous regardez, par exemple, dans le tableau que nous avons vu ici, d'accord? Pardon, donc le tableau que nous avons ici. Si vous regardez le tableau, alors vous avez par exemple le L407A, j'espère qu'il est là, d'accord? Le L407
R407A, d'accord? Il est là. Donc le R407A, c'est un composé de R32 à 20%, de R125 à 40% et du R134A à 40%. Donc, vous voyez, si vous voulez, c'est. Donc, en fait, ces mélanges sont c'est dans un produit, donc en fait, et on va voir, disons, leur particularité. Alors, justement, là, vous voyez bien qu'on dit que les fluides de la silication sont zéotropiques, ayant donc un glissement de température en phase latente. On va voir, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que là, le glissement de température. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est que le glissement de température. Alors, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. D'accord? Alors, le glissement de température, c'est quoi? Vous connaissez, vous avez par exemple le diagramme de Mollier, par exemple, si je prends un certain R22, d'accord? Donc, si je prends le R22, généralement, si vous avez une certaine pression comme ça, d'accord? Une certaine pression qui est là, vous avez une certaine température. Une certaine température qui est là, d'accord? On a vu que lors de l'évaporation, la température reste constante jusqu'à la sortie, ensuite elle est comme ça, d'accord? OK? C'est ça. Alors, malheureusement, généralement, pour les mélanges zéotropiques, le glissement, c'est quoi? C'est qu'en principe, la température, par exemple, à l'entrée de l'évaporateur ici, et la température de sortie de l'évaporateur n'est pas la même. Il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage, d'accord? Il y a un petit décalage. Et c'est dû, si vous voulez, généralement, donc en fait, la température d'entrée est à peu près comme ça, d'accord? Et ensuite, donc, elle part dans un sens. Je vais, si vous voulez, vous montrer ça tout à l'heure. Donc, en fait, il y a un léger décalage. Donc, la température a tendance à baisser. D'accord? La température a tendance à baisser, c'est ce qu'on appelle le glissement. Et la différence de température entre l'entrée et la sortie, donc, voilà, ça, c'est la sortie réellement. Donc, vous voyez bien que vous avez une différente température, ce qu'on appelle un delta T. Ce delta T, c'est ce qu'on appelle la température de glissement. Alors, normalement, lorsque la température est constante dans l'évaporateur, c'est cette droite, mais généralement elle baisse. Donc vous avez un décalage de température, ce qu'on appelle le glissement. Le glissement, c'est quoi? C'est la différence entre l'entrée et la sortie de certains produits, surtout les produits purs, pas de glissement. La température à l'entrée est la même que la température à la sortie de l'évaporateur. D'accord? J'ai un petit exemple. Alors, restez avec moi, donc. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le diagramme du R22? Allô? Oui, S'il vous monsieur, plaît. on le voit. Oui, monsieur. On arrive à voir. On va voir. Pardon? Vous le voyez? Oui, monsieur. D'accord. Non, je parle de l'écran, je parle de mon écran. Khalina, voilà. Vous voyez maintenant le diagramme? Oui, monsieur, on voit. Très bien. Le diagramme, si vous regardez le diagramme du R22, d'accord? Le R22, regardez, par exemple, si vous, d'accord, le R22, si vous le voyez, par exemple, si je prends la température un petit peu 0 degré, la température elle est horizontale et elle sort à 0 degré. Donc, il y a pratiquement horizontal et vous ressortez à la température ici, pratiquement est la même. C'est horizontal, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer, par exemple, pour le L407 que nous avons, d'accord, 427, L407, c'est ça?
Alors, vous voyez, s'il vous plaît, le diagramme? Vous le voyez, s'il vous plaît? Oui. Vous le voyez, le L407? Donc, regardez le L4, voilà, le L407 maintenant. Regardez, la température, elle est là, d'entrée du l'évaporateur, elle se trouve ici. Mais regardez, les lignes de température, elles sont inclinées. Les lignes de température sont inclinées. Donc, en fait, regardez, si je trace une horizontale jusqu'à la sortie de l'évaporateur, donc il se trouve qu'il y a une différence de température entre l'entrée et la sortie. D'accord? La température à l'entrée, elle est beaucoup plus supérieure, si vous voulez, que par rapport, si vous voulez, réellement à la sortie. Donc, les lignes de température à l'intérieur, disons, de la courbe de Moulier, elle est inclinée, elle est penchée dans ce sens. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les mélanges zéotropiques. D'accord? Parce qu'ils présentent un glissement. C'est clair, s'il vous plaît, là? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui? Très, très bien. Très, très bien. Donc, en fait, on revient un petit peu, donc, les mélanges zéotropiques, comme je viens de l'expliquer, ils présentent un glissement. On l'avait vu maintenant sur les différents types. Un corpus R22, il n'y a pas de glissement de température, mais pour le R407, c'est un composé, il présente un glissement de température, c'est-à-dire la différence de température entre l'entrée et la sortie. D'accord? C'est clair? Oui, c'est bon là? Alors, regardez justement, voilà, donc en fait, qu'est-ce que nous avons? Donc, en fait, regardez, d'accord? Alors, la série 400, donc on va les voir par la suite. Donc, qu'est-ce que représente le 4? Il y a la série 400, la série 500, 600, 700, etc. Alors, donc, vous avez maintenant, donc vous avez la choix du donc ce qu'on appelle s'effectue à l'état liquide. Donc, vous avez ici. Regardez un petit peu le glissement. La droite de glissement que vous voyez ici, d'accord? C'est la température à l'intérieur de l'évaporateur. Elle présente disons, une pente bien définie, etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Donc maintenant, vous avez donc la série 500, d'accord? Ce sont ce qu'on appelle des mélanges azéotropiques. Donc tout à l'heure, les mélanges qui présentaient, donc zéotropiques, présentaient un glissement. Maintenant, les mélanges azéotropiques n'ont pas de glissement de température. Donc la température est la même disons, dans l'évaporateur. C'est clair? Maintenant, donc en fait, vous avez donc la série 500, d'accord? Ce sont des composés, d'accord? Donc vous avez donc composé de R125 à 50% et le R134 à 50%. Donc on prend deux fluides frigorigènes, on les mélange 50-50 et on a les mélanges, disons, azéotropiques. D'accord? Bien. Donc en fait, voilà, c'est les différents types. Maintenant, donc en fait, les fluides de la série 500 sont des mélanges de corps purs parce qu'on avait dit que les corps purs ne présentent pas de glissement. Ne présente pas. C'est pour ça que vous avez un corpus. Le R22 étant un corpus, il n'a pas de glissement. Mais les R407, comme c'est des mélanges, ils ont des glissements selon, si vous voulez, le type de mélange que vous avez. Maintenant, vous avez maintenant la série 600, ce sont des hydrocarbures, les hydrocarbures, et à ce moment-là, ce sont les butanes, les isobutanes, donc l'éthyl-éther et les méthylformates. Donc ça, c'est des noms chimiques, d'accord? On a maintenant la série 700 des fluides frigorigènes que nous avons ici, d'accord? Alors, les fluides frigorigènes, donc en fait, sur les stations, sont composés inorganiques. Donc, chaque, si vous voulez, corpus, etc., donc vous avez disons, des composés organiques, des inorganiques, etc. Donc, des composés inorganiques, donc vous avez de l'ammoniac et le sulfure de carbone. Et donc, on les met dans la série des 700, donc la famille 700, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 700? Donc, vous voyez ici. Donc, si je prends par exemple le R717, le R717, c'est la masse molaire. Donc le 17 que vous avez ici, donc le premier 7, ça représente la classe, donc la classe des 700, et le 17 représente la masse molaire de l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, c'est quoi le nom chimique de l'ammoniac, s'il vous plaît? C'est quoi le nom chimique de l'ammoniac? C'est le N, oui, H3. Le NH3. Si vous partez sur le diagramme de Mendeleev, donc la masse atomique du nitrate, du nitrogène, c'est quoi? C'est 14. D'accord? C'est 14. Et vous avez 3 hydrogènes, donc plus 3, ça fait 17. D'accord? Ça, c'est la masse molaire de l'ammoniac. OK? Vous avez par exemple ce qu'on appelle le R714, c'est la masse molaire du dioxyde de carbone. Donc vous voyez bien que par exemple, si je prends le CO2, d'accord?
Donc le CO2, la masse molaire du carbone, elle est de combien? J'écoute. 16. Pardon? 16. Tiens. Oui, c'est combien? C'est 12. 12. D'accord, c'est 12. D'accord? Et l'oxygène, c'est 16. D'accord. Alors, donc quand vous avez deux atomes, donc le 16, je le multiplie par 2, n'est-ce pas? Ça fait 32 plus 12, ça fait combien? Belkassa, vous nous gênez, Belkassa. Belkassa, vous nous gênez. هم ولاد الحركه بداو يحكموا فينا ولاد القياد هو جزء Ça, s'il vous plaît. Bien. Donc, en fait, on revient au CO2, c'est 12 plus 32. Ça fait combien? C'est 44. D'accord? Et donc, en fait, ils sont de la famille des R700. Donc, ça veut dire que c'est le dioxyde de carbone. D'accord? C'est bon? D'accord? S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? monsieur, on vous entend. Très bien. Donc, voilà un petit peu. Donc, en fait, ça, c'est pour la série des fluides inorganiques. Alors, le R représente ce qu'on appelle le fluide réfrigérant, comme ça on est des fluides donc, qui est attribué aux fluides inorganiques, d'accord? Et ce que vous avez en 17, vous avez le CO2, c'est le R700, le R744, tout ça. Bien. En fait, vous avez aussi donc la classification donc disons comment dirais-je, de groupe de sécurité maintenant. Donc, vous savez très bien que le fluide est toxique. D'accord? Et bien sûr, donc en fait, la classification de ces, disons, en matière de sécurité pour les fluides frigorigènes, en fait, ce qu'on appelle, vous avez deux caractères alphanumériques. Donc, vous avez par exemple le A2. Alors, on va voir que ça représente le A2. Donc, en fait, la lettre majuscule correspond à la toxicité, d'accord? Donc, la classe de toxicité. Et le chiffre numérique correspond au chiffre à l'inflammabilité du fluide. Et ça, c'est très important, je vous assure, en matière de sécurité incendie. D'accord? Il faut faire très attention. Donc maintenant, vous avez deux classes principales concernant la toxicité des fluides frigorigènes. D'accord? Donc vous avez le groupe A et le groupe B. D'accord? Et bien sûr, le groupe A, il n'y a pas de preuve toxique donc, de fluide pour les concentrations inférieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 400 ppm, s'il vous plaît? Qu'est-ce que représente le 400 ppm? Oui? Oui? Est-ce que vous avez une idée? Répondez-moi. Non, monsieur. Alors, justement, là, je vous indique, donc, vous avez par exemple le 400 ppm. Donc, vous allez me dire la prochaine fois qu'est-ce que ça représente. Donc, c'est des particules. D'accord? Le premier, c'est particules. Le deuxième, vous allez me dire la prochaine fois qu'est-ce que ça représente. En fait, c'est la pollution, ça concerne la pollution. C'est pour ça, parce que quand vous avez de l'air, lorsque vous avez de l'air, ou là, par exemple, tout ce que vous voulez, d'accord? Disons, le degré de pollution, par exemple, de l'air, il est mesuré en ppm. D'accord? Il est mesuré en ppm. D'accord? Donc, en fait, c'est le nombre de particules qu'il contient du contaminant. D'accord? C'est clair? Donc, en fait, le groupe A, vous avez par exemple une concentration en particules contaminantes qui est inférieure à 400 ppm, d'accord? Et le groupe B, donc par exemple, c'est des concentrations toxiques, donc, d'accord?
Il faut voir. Donc, en fait, vous avez donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la toxicité, donc, qui concerne, c'est disons, la contenance des particules toxiques qui sont, si vous voulez, données en ppm. Monsieur, C'est clair? Oui, ppm, ça veut dire oui. euh, Sabrina, oui. parties par million. Voilà. Donc, ok, d'accord? C'est particules par million. Voilà. Donc, disons, c'est quoi? C'est la contenance, si vous voulez, des particules, d'accord, qui sont susceptibles de polluer, disons, le milieu où vous êtes. C'est clair? Bon, maintenant, la classe d'inflammabilité. La classe d'inflammabilité, alors qu'est-ce que ça veut dire inflammabilité, s'il vous plaît? J'écoute. Qu'est-ce que c'est que l'inflammabilité d'un fluide ou d'un produit? Il est inflammable. Oui, donc en fait, c'est la capacité S'inflammer. c'est la cap, voilà, de s'enflammer spontanément ou de brûler, si vous voulez. Donc, tout simplement, il y a la capacité de brûler, tout simplement. D'accord? OK? En fait, ils sont classés en trois groupes que vous. Pardon? Non, l'hydrogène, bon, il brûle. Mais toute substance, attention, toute substance est un degré d'inflammabilité. Vous avez par exemple l'essence, vous avez par exemple le mazout, etc. Alors, s'il vous plaît, regardez maintenant. Vous voyez bien que le fluide frigorifère a une limite d'inflammabilité supérieure. Vous remarquez ici, donc vous avez 0,10 kg par mètre cube. D'accord? 0,10 kg par mètre cube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, tout ça? À 21 degrés à la pression atmosphérique. D'accord? J'écoute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 0,10 kg par mètre cube à 21 degrés. Bon, ça c'est la température, donc la pression entre la température, donc les conditions, donc les températures ambiantes et ambiantes. OK? Je vous prends par exemple, si vous voulez, donc un exemple. Donc en fait, il faudrait que, disons, la quantité de substance doit être, si vous voulez, si elle est supérieure, si vous voulez, à 0,10 kg, donc disons, le poids, il est susceptible, si vous voulez, de brûler. Donc inférieur, c'est le minimum, d'accord, pour brûler. Et la chaleur de combustion qu'il va dégager, par exemple, c'est 19 kJ, c'est l'énergie par kilogramme de substance. D'accord? Par exemple, bon, donc maintenant, ça c'est degré, donc la limite inférieure. Maintenant, le groupe 3, c'est le frigorifère est hautement inflammable, avec une limite d'inflammabilité égale chaleur de combustion, donc vous avez égal ou inférieur, d'accord? Donc voilà, si vous voulez, donc vous avez l'inflammabilité, c'est la substance qui est susceptible de brûler, d'accord, à une certaine température sous une certaine pression, d'accord? Je vous prends un exemple simple. Je ne sais pas si vous avez pu faire l'expérience. Vous prenez de l'essence de voiture, donc vous voyez, l'essence de voiture, si vous approchez une allumette, une source de chaleur de l'essence, il va brûler spontanément. Oui, non. Par contre, le mazout, le diesel, le mazout, si par exemple vous prenez une allumette allumée et que vous la plongez dans le mazout, c'est l'allumette qui va s'éteindre et le mazout ne va pas prendre feu tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, pour l'essence, il s'enflamme spontanément et pour le mazout, il ne s'enflamme pas? Lorsque vous approchez une allumette. Est-ce que oui? L'inflammabilité de mazout est faible. Ça, c'est d'une part. Aussi, vous avez les vapeurs. Vous savez très bien que l'essence, si vous regardez, si vous mettez par exemple de l'essence dans un récipient, vous voyez tout le temps des vapeurs qui se dégagent. D'accord? Vous voyez des vapeurs qui se dégagent, et ce sont ces vapeurs qui ont atteint une certaine température d'inflammabilité qui fait que l'essence s'enflamme
s'enflamme spontanément lorsque vous approchez une source de chaleur. Par contre, le mazout, il ne s'évapore pas, donc il reste liquide. Il reste liquide, et lorsque vous approchez une source de chaleur du mazout, eh ben, disons, la source de chaleur s'éteint rapidement pour une allumette, par exemple. D'accord? Voilà. Et donc ici, par exemple, vous avez donc en fait, disons, la classification qu'on a définie tout plus haut. Donc, hautement inflammable, donc vous avez les A3, donc faiblement toxique, d'accord? Et fortement toxique. Donc, faiblement toxique, c'est les A, classe A. Fortement toxique, c'est le B. D'accord? OK? Donc, les inflammables, vous avez le A2, vous avez le B2. Et non inflammables, vous avez le A et le B. C'est la classification, donc, en matière de sécurité, donc, en fonction de l'inflammabilité et de la toxicité aussi de vos éléments. C'est clair? Donc, en fait, vous avez, donc, voilà la classification, par exemple, si vous voulez, oui, j'écoute, Sabrina, Tebib. Monsieur, c'est quoi le A, c'est quoi le B? Ah ben, on l'a défini, le A, c'est quoi? Le A, regardez, il se dit deux classes, d'accord? Le A, c'est la toxicité, d'accord? Et le alphanumérique, donc vous avez deux caractères, un alphanumérique et, donc, A, c'est la toxicité, et le 2, c'est quoi? C'est la sécurité en matière d'inflammabilité, d'accord? C'est clair? Donc, le A, c'est le type de toxicité, et le chiffre, c'est le chiffre d'inflammabilité. Donc, on reprend par exemple le tableau. Si je prends par exemple le tableau qui est là, d'accord? Vous avez le A, c'est la toxicité, d'accord? Et le chiffre 3, c'est l'inflammabilité, tout simplement. Ok, plus ce chiffre est grand, plus l'inflammabilité est, disons, est spontanée. Voilà que ça veut. C'est clair, Tébib? Oui, monsieur, merci. Oui, oui. Voilà, donc en fait, on reprend un petit peu donc, les composés qu'on a vus tout à l'heure. Donc en fait, vous avez le S77, l'eau. Bah écoutez, l'eau, elle n'est pas susceptible de s'enflammer, d'accord? Et vous regardez maintenant que l'eau, maintenant, c'est quoi l'appellation de l'eau? On a l'habitude de l'appeler comment l'eau, c'est chimiquement? C'est le H2O, n'est-ce pas? Oui? C'est ça? H2O, donc en fait, en disant l'appellation donc classique, vous avez le R, la classe 17, et le 18, c'est la masse molaire. Vous avez deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc 16 plus 2, ça fait 18, tout simplement. D'accord? C'est clair? Donc vous avez aussi, bon, c'est évidemment, vous avez les hydrocarbures, ben écoutez, ils sont susceptibles quand même, ils sont donc en fait fortement toxiques, d'accord, et aussi hautement inflammables. Lorsque vous approchez une allumette, disons du gaz butane, eh ben, ils s'enflamment spontanément, d'accord, ok. Maintenant, vous avez donc les fluides frigorigènes classiques, le R11, le R12. Ben écoutez, donc en fait, le R11, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le trichlorofluorométhane. Donc, d'accord, c'est le trichloro, donc il contient 3 atomes, d'accord, 3 atomes de chlore, ok, donc un atome de fluor, et bien sûr, vous avez un atome aussi de quoi? D'hydrogène, vous avez de l'hydrogène et aussi vous avez du carbone, tout simplement, ok. Vous avez les tableaux donc, qui sont ici. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que nous venons de voir avant de passer à autre chose? Non? Alors maintenant, s'il vous plaît, regardez. Donc vous mettez, on va y aller. Donc vous mettez maintenant caractéristiques des fluides frigorigènes, d'accord? Vous écrivez caractéristiques. Bon, il n'écrit plus. Caractéristiques des fluides frigorigènes. D'accord? Caractéristiques des fluides frigorigènes. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accord? Donc, les fluides frigorigènes, leur forme générique, donc ils ont une forme générique, ce qu'on appelle une forme générique. D'accord? La forme générique, tout simplement, c'est quoi? C'est CX, d'accord? HY, FZ et CLK. D'accord? Donc, vous voyez, donc, la forme générique, c'est CX, HY,
FZ et CLK. Donc, vous avez le carbone, l'hydrogène, le fluor et le chlore. D'accord? Avec, d'accord? Vous avez Y. Donc, avec Y plus Z qui est égal à 2x plus 2. D'accord? À 2x plus 2. D'accord? Donc, Y plus Z, c'est l'équation qui est égale à 2x plus 2. OK? Alors maintenant, on a vu les CFC, on a vu les HCFC, on a vu les HFC. D'accord? Donc, retenez bien ces chiffres. Le X, le Y, le Z et le K. D'accord? Et donc, en fait, pour les CFC, ce qu'on appelle les chlorofluorocarbures, d'accord? Les chlorofluorocarbures. D'accord? Chlorofluorocarbures. D'accord? Donc, on a les CFC si Y est égal à 0. D'accord? Si Y est égal à 0. C'est tout à fait normal. Vous regardez, disons ce que j'ai ici. Si vous regardez ce que j'ai ici, d'accord? Donc, en fait, vous avez CHYFZ, d'accord? Si Y est nul, donc il n'y a pas d'atome de carbone. Donc, j'ai tout simplement CFC. D'accord? Voilà. Donc, j'ai les CFC, donc c'est les chlorofluorocarbones, si Y égale 0. Maintenant, j'ai la deuxième appellation. D'accord? C'est quoi? C'est les HCFC. D'accord? Ça, c'est les hydrochlorofluorocarbures. Ou carbone, tout ce que vous voulez. D'accord? Carbure. D'accord? Alors, bien sûr, si vous avez ça, donc Y, bon, n'est pas nul. D'accord? Oui. Oui, j'écoute. الفوق ولا لتحت؟ Ça va comme ça? Ça va comme ça? Bah, j'ai un petit tableau, je suis désolé, d'accord. Mais ça, vous voyez maintenant, c'est bon? Ok, très bien. Donc, vous avez les HCFC, ce qu'on appelle les hydrochlorofluorocarbures. Alors, Y n'est pas nul, donc vous avez toute la formule. Aucun disons, X, Y, Z, il n'y a qu'un n'est nul. Donc, vous avez tout ça. Donc, Y est peut-être différent de 0. Donc, je dis carrément différent de 0, d'accord? Différent de 0. C'est clair? Maintenant, on a vu donc les HFC. Les HFC. Et donc, en fait, les HFC, donc le dernier point, c'est les HFC. Ça veut dire quoi? HFC. Oui? C'est les d'accord? Fluorocarbures. D'accord? C'est les hydrofluorocarbures. Bon. Et ça veut dire quoi donc? On avait CX, H, etc. D'accord? Qu'est-ce que nous avons à ce moment-là? C'est K qui est égal à 0. D'accord? Voilà, K égale 0. Donc, vous avez le K qui est égal à 0 tout simplement. D'accord? OK? Alors maintenant, regardez. Regardez, on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, on pouvait appeler, par exemple, un hydrocarbure, par exemple, c'est le R717. D'accord? R717. Le R717, c'est quoi? J'écoute. C'est quoi le R717, par exemple? Ben, on va voir. C'est l'ammoniac. On va voir. Regardez ici. Bon. Alors, j'attends votre réponse.
Voilà, donc vous voyez bien, le R776, c'est l'ammoniac. D'accord? Alors justement, pourquoi on a trouvé le 7, comment on a trouvé le A et le C et le A7? Ça veut dire que nous avons, si vous voulez, donc vous écrivez donc le nom condensé d'un fréon. Donc le nom condensé, c'est ce qu'on appelle le nom condensé du fréon. D'accord? Du fréon, fluide frigorigène, d'une manière générale. Donc fréon ou fluide frigorigène. D'accord? Ou fluide frigorigène. Et donc en fait, cette racine, nous l'avons ici, d'accord? Elle est généralement écrite sous la forme R, A, B, C. Donc vous avez 3 lettres, R, A, B, C, qui est égale, d'accord, à R. Et ici, donc vous avez X moins 1, d'accord, multiplié par, alors X plus, plutôt Y plus 1, multiplié par Z. Voilà. Vous voyez ce que j'ai écrit, s'il vous plaît? Donc la racine RABC est égale à RX moins 1, d'accord, multiplié par Y plus 1, multiplié par Z, le tout multiplié par Z. D'accord? D'accord? C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Bien. Alors, n'oubliez pas que généralement, je l'écris ici, donc on avait donc le hydrocarbure, c'est CX, HY, d'accord, FZ, et quoi? Et CL, CLK. D'accord? Bon, je prends par exemple, si vous voulez, le R710. D'accord? Je prends le R710. Pardon? On n'arrive pas à voir. Ah oui, il y a du soleil. Vous voyez maintenant ce qui est ici? Non? Non. Vous ne voyez pas? Parce que là où il y a ma main, vous ne voyez rien. Très rare, très rare. Je vais mettre mon rideau pour ne pas avoir le soleil. D'accord? Très rare, c'est bon. Vous voyez bien maintenant? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez correctement? Oui, monsieur. Oui? Oui, très bien. J'écoute. Vous voyez correctement, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc vous avez le CX, HY, et FZ et CLK. D'accord? Donc maintenant, regardez, donc la racine que j'ai ici, donc je reprends un petit peu ce que j'avais écrit. Donc vous avez la racine, ce qu'on appelle le R, A, BC, qui est égal à une racine. Donc en fait, on écrit X moins 1, multiplié par Y plus 1, multiplié par Z. D'accord? Et en fait, le A, ça correspond à quoi? C'est le X moins 1. Et ça correspond à Y plus 1. Et le Z, ça correspond à C tout simplement. D'accord? C'est clair? Oui ou non? Tout c'est clair? Oui. Donc, on y va. On va prendre un exemple très simple. Si je prends par exemple le R 170. Le R170, d'après ce que j'ai ici, c'est quoi? Ça veut dire que X moins 1, c'est égal à combien? X moins 1 est égal à 1. Parce que regardez, j'ai 1 ici. Donc X moins 1, voilà, est égal à 1. D'accord? Ensuite, j'ai le Y plus 1, c'est égal à combien? Ben, le voilà. Donc, 7, voilà, c'est 7. Merci. Donc c'est 7, exactement. D'accord? Et en fait, le Z, c'est égal à combien?
Non, zéro. 0. Et le K d'office, il n'existe pas. Donc, c'est égal à, Zéro. d'accord? Nous avons 0 tout simplement. Donc, en fait, de cette équation, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai x égale combien? C'est quoi? X égale 2. 2. X égale. Et ici, x égale, plutôt y, pardon, y égale. 6. Voilà, vous avez y. 6. Voilà, y égale 6. Le reste, c'est 0. D'accord? Et on avait dit que dans cette formule, le z étant égal à 0, le k étant égal à 0, donc en fait, le fameux cx, hy, fz, cl, k, donc il s'écrit comment? Donc x égale combien? Voilà, C2 H6, tout simplement. Donc, le C2 H6, chimiquement, c'est quoi? C'est de l'éthane, d'accord? Le nom, c'est de l'éthane, d'accord? OK? C'est de l'éthane, d'accord? J'allais chauffer. Donc, en fait, le R, quand vous trouvez, par exemple, le R170, ça veut dire chimiquement, de la formule chimique, c'est le C2 H6, tout simplement. OK? C'est bon, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bon? Très, très bien. On continue donc. OK? Regarde. Bon, on continue. Donc, vous avez aussi donc une autre forme. D'accord? Je peux effacer, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je peux effacer? Très bien. Très bien. Maintenant, on va prendre, par exemple, si vous voulez, un autre exemple à 2 chiffres. Donc, on avait pris, par exemple, tout à l'heure, le R 10. Bon, il y avait 3 chiffres, d'accord? Et on avait trouvé que c'est quoi? C'est le C2H6 qui est le méthane, d'accord? OK? C'est ça? Oui, non. Oui, c'est ça? C'est l'éthane, c'est pas le méthane, c'est l'éthane, donc on a vu que c'était l'éthane. Maintenant, si je prends le R12, prends le R12, ça veut dire quoi? J'écoute. R12. Pardon? Alors, faites très attention, d'accord? OK? Oui? Monsieur, X est égal à Oh, 0. Pardon? On va voir. Donc, regardez maintenant, donc la formule, attendez, la formule lorsque vous avez le R12, alors lorsque vous avez la série des R ABC, donc les R ABC, donc vous avez 3 chiffres ABC, n'est-ce pas? Et le A correspondait à quoi? C'est X moins 1, c'est ça? Le B, c'était quoi? Y plus 1, d'accord? Et le C, ça correspondait à Z, d'accord? Maintenant, mais vous avez la racine ABC. Lorsque vous avez, donc, comment dirais-je, 2 chiffres, la racine n'est plus la même. La racine, ce n'est plus RABC. La racine, c'est simplement RBC, d'accord? Lorsque vous avez 2 chiffres, donc du type RBC, d'accord? Donc, vous avez la racine RABC et vous avez maintenant la racine RBC. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'office que, ça veut dire quoi que A égale, c'est égal à quoi? À 0. D'accord? A égale 0. Donc, vous avez, voilà, il n'y a pas de donc égale 0. D'accord? Et en fait, on revient un petit peu à ce que nous avons ici. Donc, si je reprends là, ce que j'ai ici, ça veut dire quoi? Si A est égal à 0, donc pour le R12, si je prends le R12 ici, c'est d'accord? Mais A, c'est égal à quoi? C'est X moins 1. D'accord? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur. C'est ça, non? Ah, très bien. Maintenant, le B. Voilà. Donc, pour le B c'est égal à quoi? Donc, vous avez Y. Donc, Y plus 1 égale quoi? C'est combien? C'est 1. Bien sûr. Qu'est-ce que nous allons voir? Le Z égale 2. Parce que le dernier chiffre. D'accord? Le Z égale 2. Voilà, le Z égale 2. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, en fait, vous avez X moins 1.
C'est ça, non? Ensuite, y plus un, quoi? Y égale z, un petit peu donc ce qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, la formule, donc c'est Cx, Cx c'est ça, Hy. Ensuite, j'écoute, j'écoute. Donnez-moi la relation, s'il vous plaît. Monsieur, CF2. Et CLK. Donc, d'accord? Donc, je reprends un petit peu ça. Donc, x égale combien? C'est C tout simplement, d'accord? Le y est égal à 0. Le y est égal à 0, n'est-ce pas? Oui, C'est ça, non? oui, monsieur. Alors, j'écoute. Alors, égal 0. Donc, pour le fluor c'est 2, n'est-ce pas? Donc, c'est F2. C'est F2. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai aussi? J'écoute. J'écoute. Alors, n'oubliez pas que nous avions tout à l'heure, donc en fait, n'oubliez pas que nous avions quoi? Alors, pour le cas, comment on va trouver le cas? Comment le trouver pour le cas? N'oubliez pas qu'on avait. Voilà. Donc vous avez y plus z, k, égale quoi? 2x plus 2. N'oubliez pas que nous avons cette relation aussi, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, si j'ai tout ça, qu'est-ce que je remplace x par combien ici? X par 1. Y par 0, donc ça fait. J'ai le k qui est égal à combien? 4. Donc 2 fois 2, 2 non, qui ne suit pas de l'autre côté. Donc j'ai k qui est égal à quoi? J'écoute. Donc regardez s'il vous plaît. Vous voyez, vous arrivez à voir? J'ai 0 plus 2 plus k. Donc le 2 qui est là, je le replace de l'autre côté. Donc je vais avoir k égale, oui, k égale 4 moins 2, c'est égal à, d'accord? Je trouve k égale 2. C'est 4 moins 2, k égale 2, tout simplement. Et donc je reviens, ce qui me manque, c'est H, F2, C, L2, parce qu'on a trouvé K égale 2, de la relation que j'ai ici, CX, HY, FZ, CLK. Et donc, le L12, la formule chimique du L12, c'est quoi? Maintenant, c'est... Oui, j'écoute. Monsieur, la formule J'écoute. à 2x plus 2 est égale à combien? Alors, vous avez Y plus Z plus K égale 2x plus 2. On l'avait défini tout au début, d'accord? On l'avait défini tout au début, d'accord? Agda? On l'avait défini, d'accord? Et donc, en fait, le R12, c'est tout simplement le CF2 CL2. Donc, c'est CF2 CL2, d'accord? Le R12, c'est un atome de carbone. Bien sûr, on a, par exemple, si vous voulez, si j'ai 2 atomes de fluor et 2 atomes de chlore, tout simplement. On voit le R12, qu'est-ce qu'il représente chimique. D'accord? Alors, bien sûr, le R12, ce qu'on appelle disons le dichloro, d'accord? Difluorométhane, d'accord? Monsieur, Le méthane, c'est quoi la formule du méthane? Oui, j'écoute. J'écoute Bakir. je sais CF2, CL2. J'écoute Bakir. Oui? C'est CF2, Et là, CL2. ça marche? Est-ce que ça marche? Ah, je vous entends pas. Voilà, c'est CF2, CL2. Voilà, c'est CF2, CF2. Pardon? Le chlore, c'est le Cl, c'est le chlore, d'accord? Le Cl. Bakir? Oui, monsieur. Attendez? Est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît, mis à part Bakir?
Ça se coupe. Est-ce que vous mais m'entendez? ouais, Shergi, vous m'entendez, Shergi? Monsieur, il y a beaucoup de coupes de son. On n'a pas. Mahdi, vous m'entendez, Mahdi? Très bien. Donc, il y a des... Donc en fait, le R12, c'est le CF2Cl2. Donc vous avez un atome de carbone, et vous avez deux atomes de fluor et deux atomes de chlore. D'accord? D'accord? Voilà, tout simple. En fait, comment on obtient le R12? Vous prenez C2, C2H4. C'est CH4, vous passez tout ça, les atomes que vous... CH4, pardon, maintenant c'est CH4. Et c'est bon là? De toute façon, je vais vous envoyer les documents, comme ça vous allez les lire par vous-même. Oui, c'est clair? Oui? On va prendre un dernier exemple, ensuite je vous libère, d'accord? On va prendre un dernier exemple. Maintenant, si je prends par exemple le R50. Le R50. Le R50, qu'est-ce que j'ai? J'écoute. Le R50, ça veut dire que quoi? J'ai x moins 1 qui est égal à 0. Le premier, pas d'accord, ok. Le premier n'existe pas, d'accord? C'est de la famille BC. D'accord? C'est de la famille BC, d'accord? Parce qu'il y a deux chiffres. Lorsque vous avez deux chiffres, le A n'existe pas. D'accord? Donc ça, x moins 1 est égal à 0. En fait, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Y plus 1 qui est égal à combien, s'il vous plaît? Y plus 1, c'est combien? Y plus 1, c'est combien? C'est le B. Le B, il est là. Donc A, il est là, c'est 0. Le B, il est égal à combien ici? C'est 5. Donc vous avez Y plus 1 qui est égal à 5. D'accord? C'est clair? Ensuite, vous avez le Z qui est égal à 0. Ça, c'est le Z qui est égal à 0. C'est égal à 0. Mais vous avez toujours la relation. La relation, c'était quoi? Qu'on avait vu tout à l'heure, s'il vous plaît. J'écoute. J'écoute. C'est que vous avez toujours Y plus Z plus K qui est égal à 2x. Ne pas oublier ça. D'accord? Bien. Il y a quoi ici? De la première équation, deuxième, troisième et quatrième. D'accord? La première équation, c'est que x égale 0. D'accord? Ça, c'est le premier point. Y maintenant de la deuxième équation, j'ai combien? Y, c'est combien? Donc, y égale 5 moins 1, ça fait 4. D'accord? Et bien sûr, z est égal à 0. Z est égal à 0. D'accord? Y égale 4 et z égale 0. D'accord? Z égale 0 parce que c'est l'équation 3. Donc, voilà. Maintenant, j'ai y égale 4 plus 0. Le cas, c'est ce que j'essaie de calculer, de déterminer. X, ça fait, c'est égal à 0. C'est égal à quoi? Ça fait 2 fois 0 plus 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, combien je trouve? J'écoute. K, c'est égal à quoi? Pardon. X égale 1. Refaites, c'est X. Vous avez X égale 1. D'accord? Vous avez 2 fois 1 ici. C'est 2 fois 1. Y égale 4, Z égale 0. Et donc, j'ai 2 fois 1. Ça... Donc, vous avez K combien? Alors, 4 moins 4. Donc, ça veut dire que K égale... Regardez, s'il vous plaît. J'ai X moins Z 5. Z égale 0 et j'ai cette relation. De la première équation, X moins 1 égale 0, ça veut dire que X égale 1. De la deuxième équation, Y plus 1 égale 5, ça veut dire que Y égale 4. Z égale 0. Maintenant, j'utilise cette relation pour calculer le cas. Donc, j'ai Y égale 4, je remplace ici. Z égale 0, je remplace, plus K. Ensuite, c'est égal à 2 fois X. Donc, c'est 2 fois multiplié par 1, c'est 2 fois
1, d'accord, ici. 2 fois 1 plus 2 que j'ai. Donc, 2 fois 1 plus 2, ça fait 4. Et j'ai le 4 de ce côté, il revient de l'autre côté. Donc, vous avez k égale 0. D'accord? Donc, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? La racine, c'est quoi? Je reviens en fait, j'ai cx. J'ai cx. Alors, j'écoute. cy, fz et c. Oui, ck. C'est ça? ck. Donc, le x est égal à 1. Donc, j'ai c. Le y égale 4. J'ai ch4. Le z est égal à 0. Donc, il n'existe pas. Et donc, voilà, c'est le ch4. Tout simple. Et donc, ça veut dire quoi? Le R 50, tout simplement, c'est quoi pour moi? Voilà, c'est le CH4. Est-ce que, s'il vous plaît, donc vous avez un petit peu, donc en fait, c'est pas compliqué, c'est pas facile, d'accord? Donc, mais je vais vous envoyer les documents à dos que vous allez, disons, voir les exemples. Et je suis sûr que vous allez comprendre facilement la suite. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on ne se quitte, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions? Oui. Alors, je pense que la semaine prochaine, on a une séance. Voilà. C'est bon là? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Alors, bon, je vous souhaite. Justement, j'allais de la semaine prochaine, je crois que c'est la dernière séance. On a une séance en présentiel, c'est ça? Oui, monsieur. Oui? Oui? Donc, Monsieur, présentiel, chef, de semaine. bon courage, bon courage. Monsieur, Pardon, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des remarques? J'écoute. Oui, mais Sabrina, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous dites? Oui. monsieur, pour le travail demandé, Ouais. sur les deux diagrammes R22, le pH Oui, ou le TH? le diagramme pH, le diagramme TS. TH. Voilà, TS. Ah, d'accord. D'accord? C'est le diagramme pH. Les deux, voilà. Donc, c'est. Allez, bon courage. Courage. Merci, monsieur.